Alors d'abord, je vais vous présenter deux collaborateurs. Vous les connaissez sûrement. Celle-là, vous devez avoir la même chez vous. Hein, je l'appelle Chloé. Elle est contrôleuse financière. Elle illustre assez bien ce qui a été expliqué sur l'autonomie du travail. Et je vous la présente surtout parce qu'elle est championne de France d'Excel. Alors, celui-là, je vous le présente aussi. Il est sympa. Il s'appelle Thomas. Lui, il a besoin de toucher pour être certain que ça marche. Il est ingénieur études. Alors, je vous le présente surtout parce qu'en fait, lui, il est champion du monde de Revit. Alors, Revit, c'est un outil magique. C'est le Excel pour les ingénieurs dans le monde de la construction. Voilà. Alors, pourquoi je vous présente ces deux-là? Parce qu'en fait, ils vivent leur vie de façon très insouciante. Ils sont là dans l'entreprise. L'entreprise se préoccupe pas forcément toujours du bazar qu'il y a sur leur bureau. Ils sont pourtant les acteurs de cette transformation. Et puis on a un peu l'impression que finalement c'est des grands autodidactes. Je pense que Chloé n'a pas appris Excel dans son école de commerce et que Thomas n'a pas appris Revit dans son école d'ingénieur. Ils ont appris sur le terrain, sur le tas, en se débrouillant avec leurs collègues. Alors tout ça, ça m'amène à une petite équation que je voudrais partager avec vous. Alors je vous rassure, elle n'est pas de moi du tout, mais elle m'inspire quand même au quotidien dans mes actions. Old Organization, tout à fait bien, très pyramidal, très hiérarchique, très classique. Hein, et puis l'ONT, c'est New Technologies, ça tout le monde pense. Hein, bon. Alors est-ce que ça va nous donner une Old Organization, la fameuse équation magique? Vous savez, il y a le e-commerce, le tout ce que vous voulez. Moi, j'ai qu'une seule certitude, c'est que ça va donner une vieille organisation qui va dépenser un peu plus d'argent. Et c'est contre ça que j'essaye de lutter en permanence. Et finalement, Chloé et Thomas, s'ils ne sont pas efficaces, tout ça, bah c'est un peu d'argent perdu, même si on leur a mis des outils magiques entre les mains. Donc pour lutter par rapport à ça, bah, c'est clair, hein, il ne faut pas agir sur le NT, c'est facile, ça, il faut agir sur le OO. Il faut essayer de transformer cette vieille organisation en quelque chose d'un peu plus moderne. C'est le défi, je pense, auquel on est tous confrontés. Mais c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple parce que en fait la liste des tensions elle est innombrable. Je vais en illustrer quelques-unes, mais c'est une liste sans fin. Tous les jours on découvre de nouveaux aspects du digital qui viennent nous perturber. Donc j'ai illustré ça avec une image parfaitement BTP. Un pont, il faut que ça tienne à peu près debout, mais il y a aussi des tensions qui s'exercent dessus. Alors je vais en citer au hasard. Je vais essayer de pas passer trop de temps dessus parce que je voudrais aller plus après ça vers des questionnements. Mais enfin, sachez quand même que chacune de ces tensions est un questionnement. Alors on va commencer par la première d'entre elles, qui, je pense, nous frappe tous, c'est la consumérisation du digital. Moi, je me souviens d'un paradoxe, alors j'appelle ça le paradoxe de l'étudiant, mais quand je suis rentré dans l'entreprise, il y a une trentaine d'années, un petit peu moins, un étudiant faisait un bond en avant technologique quand il rentrait dans une entreprise. On lui donnait un PC, une messagerie, imaginez, enfin moi j'étais un des premiers dans l'entreprise à avoir une messagerie. J'étais chez un client qui ne savait pas ce que c'était que la messagerie. Il me regardait comme un oiseau rare. Quelques années après, on va dire une dizaine d'années après, vous rentrez dans une entreprise comme Bouygues, on vous donnait un téléphone portable. Ça aussi, c'était un truc... les gens, ils avaient le souvenir de leur père qui avait un radiocom dans la voiture. Tout à coup, hop, ils faisaient un bond en avant technologique. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde partagera avec moi le questionnement. Quand on rentre dans une entreprise en étant étudiant, on fait plutôt une régression technologique. Hein. On range son Mac dans son placard et on essaye de ne pas trop montrer son iPhone. Alors, deuxième aspect de cette consumérisation, pas négligeable, tout le monde a entendu parler du cloud, donc je ne vous ferai pas un dessin. Le cloud, ça a une particularité absolument magique, c'est que dès lors que vous avez une carte bleue, vous pouvez devenir le DSI de cette boîte. Il vous suffit d'aller acheter le truc magique qui fait tout, c'est très facile, il suffit juste de trouver le moyen de paiement qui va bien. Alors certains font des notes de frais, etc. C'est une vraie menace pour les DSI, qui savent plus très bien comment aborder le problème, et qui, toujours liés à ce phénomène de consumérisation, ont beaucoup de mal à trouver des réponses qui soient adaptées. Essayez de trouver un outil, je sais pas, de prise de notes aussi sympa, aussi sexy qu'un Evernote. Un phénomène aussi, alors ça c'est particulièrement exacerbé dans nos métiers, mais ce phénomène de nomadisme pose aussi des tas de questionnements. Vous verrez que ça a des incidences. Alors j'ai mis deux situations de travail
La première, vous la rencontrez peut-être pas souvent, mais enfin moi c'est mon quotidien. La deuxième, je pense qu'elle est beaucoup plus fréquente. Ça, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le lounge de l'aéroport, parce qu'on a fait un peu de réduction sur les frais généraux. Donc c'est moins confortable qu'avant. Autre exemple de tension qui naît de tout ça, c'est vrai que quand on passe sa vie dans les aéroports et dans les halls de gare, on peut se poser la question de l'équilibre pro-perso. Je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas déjà lu la lecture du rapport qui avait été fait par Muriel Pénicaud, M. Lachmann de Schneider et d'autres sur le bien-être et l'efficacité au travail. Ce rapport souligne vraiment le fait que c'est pas le digital qui pose problème, c'est plutôt l'accélération portée par le digital qui pose problème. De la même façon que tout à coup, quand on passe sa vie devant un écran, on s'aperçoit qu'on est myope et qu'on a besoin d'aller chez l'ophtalmo. C'est un petit peu la même chose sur l'équilibre pro-perso. C'est quelque chose. C'est finalement des frontières qui sont très fragiles, hein, et c'est des phénomènes un peu de cannibalisation. Alors je vais rentrer dans des considérations un petit peu plus technologiques ou un petit peu plus techniques, parce que je m'aperçois d'une chose, c'est que je n'ai pas donné ma définition du digital. On n'en a pas parlé. Et que le digital, finalement, on peut le voir sous de multiples facettes. Hein. C'était un de nos propos du déjeuner avec les gens de BNP Paribas. Déjà, je vais faire un petit distinguo, parce que je pense que justement, parmi les tensions qui s'exercent, il y en a une première, c'est que tout le monde n'a pas la même compréhension à l'intérieur de l'entreprise de ce qu'on appelle le digital, ou la transformation digitale. Donc dans mon métier, je vous ai pris deux exemples. Un premier qui est un peu derrière nous maintenant, qui était le phénomène de dématérialisation. En gros, dématérialiser, c'est mettre du digital, mais globalement, on ne change pas le process. On se contente juste de mettre des avatars numériques devant un certain nombre de choses, mais le process reste le même. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, ces avatars numériques sont assez peu doués d'intelligence. Alors tant mieux pour les collaborateurs, et tant pis pour les systèmes d'information. Mais je veux dire par là que numériser une feuille de papier, c'est très facile à faire, mais ça ne donne pas du sens à ce qui est dans le papier. La machine ne peut toujours pas interpréter ou comprendre ce qui se passe à l'intérieur. À l'opposé du spectre, ma vision de la digitalisation, c'est le jour où la machine commence à comprendre ce qui se passe. Et ça pose d'autres questions, plus du tout du même ordre. Donc là, je vous ai pris un exemple assez avancé, c'est au Media Lab à Boston. C'est le bâtiment du Media Lab, et chaque petit point que vous voyez est un sensor, un capteur. Et puis en bas, vous avez quelques explications sur les petits dessins, parce qu'il faut zoomer un peu pour comprendre ce qui se passe. Il y a des capteurs de toutes sortes, ça mesure à la fois la bonne humeur des gens qui travaillent dans cette entreprise, enfin dans ce laboratoire, ça mesure la température de l'air, ça mesure le taux de CO2, ça mesure un tas de choses. Bref, c'est un monde absolument rêvé, dont je pense que chacun d'entre vous a envie d'essayer cette expérience. Et en même temps, ça fait très très peur. Et ça, c'est ma définition du digital. C'est le jour où la machine commence à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire le jour où on commence à donner du sens à l'information, et où l'information, elle a une sémantique, et puis elle peut être... et puis finalement, on se dit, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Moi collaborateur, moi manager, moi robot même, il peut se poser des questions, etc. Donc ça, je pense que c'est un point de rupture. Tant qu'on fait de la dématérialisation, c'est relativement soft. En même temps, on parlait d'étapes et de paliers. C'est un palier important parce que c'est un palier de compréhension, mais il ouvre très vite la porte à des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus mystérieuses. Donc je ne vous ferai pas des dessins sur ce que font des grandes entreprises dont le nom commence par G ou par F, avec vos données, mais vous imaginez très bien de quoi je veux parler. Alors justement, si on parle de ces gens-là, autre phénomène, dès lors qu'on est passé dans une digitalisation au sens où je l'entendais, c'est le phénomène du déluge de données. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on constate une accélération formidable. Donc si vous passez à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous verrez probablement un bâtiment rouge vif près de la gare. Ce bâtiment produit plus de données toutes les semaines qu'en un an de comptabilité fournisseur chez Bouygues Construction. Donc ça vous donne un peu une idée de la vitesse à laquelle tout ça s'accumule. Et puis finalement, le monde de l'Internet est là aussi pour nous montrer. Donc toutes les minutes qui se passent, il y a 30 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube. Ça vous donne quand même un petit peu l'idée. On n'aura jamais le temps de voir tout ça. C'est pas possible. Et dans les entreprises,
ce phénomène est un phénomène croissant. Je pense que la quantité d'informations que l'on a à disposition, on n'a globalement pas assez de cerveau humain pour la traiter. Alors ça m'amène forcément à un questionnement très fort. Je pense que chacun d'entre nous, là, dans un coin de l'esprit, c'est qu'en pense le législateur. Pour avoir la chance de participer de temps en temps à des travaux au Sénat, on se rend compte qu'il est très préoccupé par ces phénomènes, parfois très mal informé aussi. Donc on a heureusement quelques élus, je dirais, qui ont pris le sujet à bras-le-corps et puis qui essayent de lui donner du sens. Mais bon, c'est vrai que ça reste un vrai problème. Et à chaque fois qu'on voit un peu plus de digital, un peu plus de digitalisation, on voit un peu plus de législation et à la fin on s'y perd un petit peu. Surtout quand en plus on a l'intention de créer une start-up. Alors vous voyez par exemple la proposition de loi sur la vente à distance des livres. Je ne citerai pas les noms des entreprises, je ne dirais pas c'est la loi truc ou la loi machin, mais c'est pas le nom d'un sénateur, c'est le nom d'une entreprise en général. Et puis, autre phénomène qui est également à mettre dans le paysage, c'est le phénomène de la sécurisation. Qui dit plus de dématérialisation, dit plus de chances de se faire piquer des choses. Alors, je vous donne juste un chiffre parce qu'il est très intéressant. Tous les mois, il y a environ 9200 téléphones portables qui sont laissés dans des taxis parisiens. Et tous les jours, il y a une centaine de PC portables qui sont perdus à Charles de Gaulle. Ça vous donne juste une idée. Alors ça, c'est de l'accidentel, c'est pas de chance. Bon, c'est peut-être aussi de la malveillance, c'est peut-être d'autres choses. Donc dès lors qu'on digitalise, effectivement, on dématérialise, on met des choses à des endroits où c'est beaucoup plus accessible, et donc il faut le protéger. Et ça fait aussi partie, je dirais, des défis qu'un responsable de transformation digitale. Alors moi, j'ai la chance, j'ai un métier qui est moins concerné que la banque ou l'assurance. Mais j'imagine que ça représente un vrai souci pour expliquer tout ça. Questionnement que je voulais partager avec vous. J'ai eu la chance de travailler sur les deux sujets. C'est pour ça que je suis assez à l'aise avec les deux. Le digital, où est-ce qu'il vient s'immiscer? Est-ce qu'on va le mettre dans le process? Est-ce qu'on va transformer la façon dont alors en l'occurrence nous, dont on conçoit et dont on construit? Ou est-ce qu'on va le mettre dans le produit que l'on vend ou dans le service que l'on vend à ses clients? Donc deux approches très différentes du digital qui peuvent se combiner, qui peuvent se croiser parfois. Le digital dans le produit, dans nos métiers, ça consiste par exemple à créer un avatar virtuel du bâtiment, à construire avant de construire, et puis du coup on se rend compte de toutes les erreurs qu'on est ravi d'avoir évitées parce qu'on a construit en virtuel avant de construire en physique. Vous voyez que toutes les petites patatoïdes là, si ça avait été un vrai bâtiment, c'est des trucs qu'il aurait fallu casser pour refaire. Autre exemple de digitalisation dans le process, c'est l'imprimante numérique. Alors tout le monde rêve de construire sa maison avec une imprimante 3D, c'est pas que du rêve, il y a des gens qui le font. J'ai surtout découvert que vos autoroutes et vos lignes de chemin de fer, ça fait à peu près 10 ans qu'on les construit comme ça. C'est-à-dire que l'appareil qui, quelque part, fait le terrassement est déjà piloté depuis très longtemps, c'est une machine à commande numérique. Il est piloté depuis très très longtemps par un modèle de conception numérique. Il y a un GPS qui règle la hauteur de la lame, etc. Donc ça, c'est le digital dans le process, c'est venir s'appuyer sur ces technologies pour transformer la façon dont on fait les choses. C'est sûr qu'entre poser des parpaings à la main ou passer une imprimante, on voit bien le type de transformation vers lequel on peut aller. À l'opposé, le digital dans le produit, c'est quand, alors on pourrait dire embedded, comme disent les fabricants d'électronique, c'est quand le digital vient s'immiscer, on va dire, au cœur de votre produit. Donc le petit schéma que j'ai mis sur la droite, enfin je sais pas, parce que je suis à l'envers, enfin, la tour en fait, avec des couleurs, c'est un schéma qui vient de chez IBM et que je trouve très intéressant, qui montre la vision que IBM peut avoir d'un immeuble. Ouais, vous convenez qu'elle est assez différente de la vision que Bouygues a du même immeuble. D'ailleurs, IBM, il nous voit dans la couche tout en bas, la petite couche marron, et nous, ça nous embête d'être dans la petite couche marron, donc forcément, on peut avoir envie de s'élever vers le haut, et en même temps, à quoi ça sert de déployer de l'intelligence s'il n'y a pas des gens pour faire le bas? Donc, il faut trouver les terrains d'entente. Ça amène à, je dirais, à de nouveaux regards sur les écosystèmes d'entreprise. Donc, le digital dans le produit, ça crée potentiellement des nouveaux entrants. Et je vais citer 2-3 exemples
et je pense que chaque entreprise doit se questionner très sincèrement sur qui est mon concurrent demain. Donc, premier concurrent de la SNCF aujourd'hui, c'est Blablacar. Ça n'a strictement rien à voir, mais enfin, si vous avez des ados ou des jeunes étudiants à la maison, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. 26 € pour aller à Rennes, c'est très 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 compétitif. Hein. C'est complètement dématérialisé. Et Blablacar, c'est une entreprise qui n'a pas de capital, qui n'investit pas dans des lignes à grande vitesse, tant pis pour Bouygues, et qui rencontre un certain succès. Deuxième exemple très intéressant, principal concurrent de Hilton aux États-Unis, c'est Airbnb. Même combat, même histoire, etc. Alors, qui est le concurrent de Bouygues Construction ? J'ai mis une cible potentielle, mais c'est vrai que le rachat pour 3,5 milliards de Nest par Google a amené beaucoup de questionnements. Quelle est la stratégie derrière tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'ils veulent aller? Est-ce que demain, ils vont venir sur nos terrains? Donc, je pense que chaque entreprise ne peut pas faire l'économie de ce type de réflexion. Voilà, alors j'en arrive presque au bout. Je voudrais juste vous présenter quelque chose. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. C'est par rapport à tous ces questionnements, quelle méthode de travail j'ai adoptée pour essayer de comprendre les leviers et les façons de transformer les choses. Donc je vais zoomer sur une première planche. D'abord, on s'est posé la question de savoir si le digital pouvait rendre l'entreprise plus industrielle. J'entends par plus industrielle, plus organisée, plus standardisée. Et c'est vrai, quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure de nos engins de terrassement, c'est une véritable usine pilotée, c'est des robots en fait pilotés par du numérique. Du coup, ça change complètement la perception qu'on peut avoir effectivement de son centre d'opération. On commence à employer le terme d'usine, qui est un vocabulaire complètement nouveau. On se rend compte aussi que dans cette entreprise plus industrielle, ça impose un langage différent. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du produit de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène sur un deuxième... donc, je l'ai écrit sous la forme vision nomenclaturée et partagée des produits. Voilà, le produit, on ne le regarde plus comme un dessin d'architecte, mais tout à coup, on commence à le regarder en tant qu'un ensemble de systèmes, de sous-systèmes qui ont des interfaces. On commence à employer un vocabulaire d'informaticien, presque. On se rend compte qu'il y a un effet de bord de tout ça qui n'est pas négligeable, c'est que le fait d'avoir ce langage commun, ça nous permet plein de choses tout d'un coup. Ça nous permet, par exemple, de mieux organiser notre tour d'expérience, de lui donner plus de sens. Ça permet de faire ce qu'on appelle du product intelligence, essayer de faire parler son produit, de mieux le comprendre. En gros, ça rend l'entreprise un peu plus apprenante. Et puis, quand on continue dans ce schéma-là, ce langage commun, cette vision commune, en fait, associé à ce qu'on voit beaucoup dans le monde des startups, ça rend l'entreprise plus fluide. Alors, j'aime pas le terme agile, parce qu'on ne sait pas bien le définir, mais je pense que le numérique et le digital vient apporter de la fluidité dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, ça peut se traduire par quoi? Ça peut se traduire, par exemple, par un allègement des procédures. À partir du moment où l'information est partagée, est transparente, eh bien, finalement, pourquoi mettre autant de contrôle? C'était un des sujets tout à l'heure. Cette information partagée, c'est aussi le moyen de travailler vraiment en mode projet et d'introduire beaucoup plus de matriciel, beaucoup plus de partage de responsabilités, une hiérarchie finalement moins présente, plus plate, des frais généraux en moins, dirait mon patron financier. Donc c'est des choses aussi intéressantes. L'entreprise fluide, c'est aussi l'entreprise qui s'est complètement approprié les outils digitaux qui les ont rendus, je dirais, au stade de la banalité. Aujourd'hui, je vais vous prendre juste un exemple, mais ne croyez pas que c'est chez moi. Les attributions de matériel se font encore dans un certain nombre d'entreprises en fonction du niveau hiérarchique. Donc, on donne à quelqu'un qui s'en sert pas un téléphone tout à fait haut de gamme, alors que celui qui en a vraiment besoin, le commerçant itinérant sur le terrain, lui, il a un brave Nokia 45, je ne sais pas combien. Alors l'entreprise plus fluide n'est pas pour autant plus collaborative. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, donc quelques idées pour essayer de la rendre plus collaborative. D'abord d'organiser plus efficacement, je dirais, l'échange intergénérationnel. C'est vrai que les jeunes sont plus à l'aise avec le digital que les plus anciens. J'ai beaucoup aimé dans une entreprise il y a quelques années l'idée de coaching inversé, où le plus jeune arrivé dans l'entreprise va enseigner aux plus anciens.
C'est aussi une entreprise qui sait récompenser la transversalité. Alors, moi, je dirais au moins autant que le travail individuel et que la performance individuelle. On m'a fait rayer le au moins autant. Bon. Je vous laisse avec cette interrogation. C'est une entreprise qui se pose des questions sur... Alors, mode de delivery, je suis désolé, c'est une très mauvaise traduction française. Encore une fois, c'est plutôt un peu du brouillon, tout ça. Mais qui s'interroge sur la forme des contrats et de la relation contractuelle qu'elle a avec ses parties prenantes. Et j'ai trouvé aux États-Unis, en faisant du benchmark, des modes de contractuels très intéressants, dans lesquels on partage les gains, on partage les pertes, dans lesquels on collabore à livre ouvert, dans lequel on met à plat et de façon complètement transparente la gestion des risques et où le client peut accepter de temps en temps de dire ce risque-là, je vous en décharge, je le prends à mon compte, avec bien entendu les compensations qui ont lieu derrière. En gros, tout ça, ça décrit une entreprise qui est capable de créer la différence, qui est capable effectivement de se repenser, d'offrir des choses nouvelles. Alors je vais essayer, je ne sais pas si j'arriverai à revenir en arrière, non, j'y arrive pas. Mais une entreprise qui est capable, je dirais, de combiner à la fois de la création de valeur pour son client, et puis en même temps une efficacité du point de vue de ses coûts. Ouais, 4 en arrière, si vous voulez. On va retrouver les 4 axes. Oups. Merci beaucoup. Voilà, donc une entreprise capable d'allier à la fois, donc je dirais, de l'efficacité, du cost efficiency, réduction des coûts, qui est capable de créer de la valeur pour son client, qui est capable d'être à la fois forecast driven et puis demand driven, c'est-à-dire d'être à la fois, je dirais, à l'écoute d'un client très exigeant qui va lui demander l'impossible et qui va utiliser son intelligence collective pour faire ça, et puis à la fois à l'écoute d'un marché qui n'existe pas encore, donc plutôt forecast driven, utilisant le big data, utilisant toutes ces choses-là pour non pas prédire l'avenir, l'avenir on ne le prédit pas, on le construit, mais essayer de mieux comprendre les phénomènes. Voilà. Alors cette entreprise-là, je ne sais pas comment la qualifier, mais j'ai trouvé un exemple qui la caractérise un peu, j'ai trouvé très rigolo. Je vous ai mis côte à côte 2 illustrations. La première, c'est la vision du digital vue par les entreprises indiennes. C'est celle que vous vendent un certain nombre de marchands de rêve qui vous disent c'est pas cher. Et la deuxième, c'est celle que j'ai beaucoup aimée, la Post-it-War, il y a 2 ans, l'été à la Défense, où je pense que là, il y a un vrai chef-d'œuvre d'intelligence collective et de gens qui se sont appropriés tout ça. Donc c'est que des post-it. Et vous imaginez, les comptables au premier étage ont réussi à discuter avec les gens de la RH au 2e étage, avec ces couillons du SAV au 3e étage, et puis avec la direction financière qui est tout en haut, pour faire un chef-d'œuvre collectif. Voilà, je vous laisse sur cette pensée.